Personne de ma génération n'a jamais été témoin d'une mission vers la Lune. Mais tout cela est sur le point de changer. Dans cette vidéo, nous découvrons comment les astronautes s'entraînent pour préparer leur retour sur la Lune. Ces dernières années, j'ai visité le campus des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne et eu un accès exclusif à leurs installations d'entraînement ultra modernes, inédites sur YouTube. J'ai voyagé sur la Lune en réalité virtuelle, visité une réplique grandeur nature de la Station spatiale internationale avec un astronaute et découvert la piscine où s'entraînent les astronautes en apesanteur. Et j'ai même pu entrer dans la nouvelle installation lunaire de l'Agence spatiale européenne où ils ont recréé la surface de la Lune ici sur Terre. Cette installation est unique au monde et personne d'autre n'a pu y accéder. Cette vidéo est vraiment spéciale. Donc si vous avez déjà voulu être astronaute, cette vidéo est pour vous. À mon arrivée au centre des astronautes en Allemagne, sans savoir à quoi m'attendre, j'ai été très impressionné par ce que j'ai découvert. La première étape était leur laboratoire de réalité étendue. Lancé en 2015, ce programme aide les astronautes à se préparer aux missions spatiales avec la réalité virtuelle et augmentée. Ils m'ont même laissé essayer et voyager sur la Lune. Je ne sais pas si tu as déjà testé la réalité virtuelle. Un peu, oui. Je suis sur la Lune. Très bien, ici sur la Lune. Voici donc une zone de 16 km sur 16 du cratère Shackleton. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ceci est en fait reconstruit à partir d'une carte d'élévation numérique. Donc nous avons scanné la Lune avec les satellites. Nous avons recréé cela, puis utilisé les images d'Apollo pour obtenir un résultat le plus réaliste possible. Comme vous l'avez entendu, j'explore le cratère Shackleton en réalité virtuelle. C'est un véritable cratère d'impact situé au pôle sud lunaire. Et c'est là que les astronautes d'Artemis se rendront au cours des prochaines années. Aucun humain n'a encore été envoyé au pôle sud lunaire. Voici les sites d'atterrissage d'Apollo. Et cela va entraîner des problèmes vraiment intéressants. Un problème majeur évoqué est qu'au pôle sud lunaire, le Soleil reste toujours bas sur l'horizon. C'est parce que la Lune n'est inclinée que d'environ 1,5 degré contre 23,5 degrés pour la Terre. Et cela crée d'immenses ombres, extrêmement sombres. Des ombres qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres de long. Elles sont si sombres qu'on pourrait y dissimuler un bus scolaire sans s'en apercevoir. Le cratère Shackleton, en particulier, possède une topographie vraiment intéressante, où l'extérieur du cratère, autour du rebord, est essentiellement toujours illuminé, tandis que l'intérieur est toujours dans l'ombre. C'est fou, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire avec les ombres, comme le fait qu'on pourrait cacher un bus là-dedans. Oui, tu peux marcher un peu dans le cratère si tu veux. D'accord. Je peux faire lever le soleil pour faciliter les choses. D'accord. Très bien, je pense que tu peux t'arrêter là et ensuite je ferai redescendre le soleil juste en dessous de l'horizon. Et tu vois, donc en gros, autour de toi, tu ne vois vraiment rien. Je ne vois absolument rien. Ouais. Cette expérience m'a appris quelque chose de génial. Si je te demandais de t'imaginer astronaute sur la Lune, observant la Terre et le Soleil dans le ciel durant une journée, quel mouvement attendrais-tu de la part du Soleil et de la Terre? Penses-tu qu'ils se lèveraient et se coucheraient simplement comme la Lune et le Soleil sur Terre? Donc tu vas voir le soleil tourner autour de l'horizon, c'est le mouvement qu'il fait. Tu peux lâcher le levier, c'est ce qui se passe quand tu es au pôle sud là-bas. Et puis la Terre va faire un mouvement un peu comme un yo-yo en forme de 8. La Lune montre toujours la même face à la Terre et ne bouge pas vraiment sur l'horizon comme le Soleil, n'est-ce pas? Et il y a aussi les éclipses. Ah, je vois, oui. Je n'avais vraiment pas pensé à la façon dont la Terre ne ferait pas simplement ça. Comment elle monterait et descendrait. En observant attentivement la Terre lorsqu'elle monte, tu remarqueras quelque chose. Voyons si tu peux dire quel côté de la Terre nous fait face. Elle est à l'envers. C'est vrai, et pourquoi? Étant au pôle sud, je me tiens donc à l'envers sur la Lune. Exactement. Quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, c'est que la Lune n'a qu'un sixième de la gravité de la Terre. Et cela change notre compréhension et notre intuition sur la façon dont les objets se déplacent. Donc ce système de réalité virtuelle est excellent pour donner aux astronautes cette intuition sur la façon dont les objets du quotidien se déplacent en microgravité. Vous pouvez attraper quelques pierres et essayer de les lancer en gravité lunaire. Combien pèsent ces pierres sur la Lune? Je ne suis pas sûr en fait. Je veux dire, elles pèsent un sixième de ce qu'elles pèseraient ici, mais Oh mon Dieu! je n'en suis pas trop certain. Tu vois, tu peux lancer bien plus loin qu'ici sur Terre. Je me sens tellement... Oh! Bien joué, tu l'as touché. Bien sûr, les astronautes sur l'œil
sur la Lune n'auront pas la liberté que nous avons ici sur Terre, car ils seront simplement confinés dans leur combinaison spatiale. Et cela implique de nombreux défis. Je vais maintenant vous faire enfiler votre combinaison spatiale. Regardez vos mains, vous avez la combinaison Exploration Extravehicular Mobility Unit qu'ils utiliseront. Maintenant, si vous vous déplacez un peu sur le côté, vous pouvez vous voir. Faites signe à vous-même, faites-nous signe. Bonjour, bonjour. Oui. Il y a beaucoup à dire sur les combinaisons d'astronautes et les sorties dans l'espace, mais nous verrons cela plus tard dans cette vidéo avec Hervé Stevenen, l'instructeur des sorties spatiales de l'Agence spatiale européenne, qui forme tous les astronautes européens à l'espace. Après la réalité virtuelle, nous avons visité la réplique grandeur nature du laboratoire européen Columbus, composant de la Station spatiale internationale, et qui de mieux pour nous faire visiter qu'une véritable astronaute, Rosemary Coven. Rosemary est assez brillante, et en fait elle est astrophysicienne. On entend tout le temps parler d'astronautes qui sont ingénieurs ou pilotes, mais les scientifiques peuvent aussi devenir astronautes. Ce voyage en Europe a filmé du contenu pour vous tous, a vraiment été incroyable, et j'ai hâte de vous montrer plus d'expériences au cours des prochaines semaines. Donc pour moi, l'espace est tout simplement un endroit fascinant où naissent les galaxies, les étoiles et les planètes. Mais pour un astronaute, c'est aussi l'endroit à explorer pour comprendre nos origines, l'apparition de la Terre et découvrir en microgravité ce qu'on ne peut pas apprendre sur Terre. Donc cette partie ici, c'est le Node 2 et ici, c'est Columbus. Et c'est un peu la partie principale de cette maquette, le clou du spectacle, si on veut, mais le Node 2 est aussi assez intéressant. Je veux dire, je trouve que c'est toujours une partie sympa à regarder parce que c'est une maquette d'un quartier d'équipage. Voilà à quoi ressemblerait une chambre dans l'espace. C'est comme l'espace d'une cabine téléphonique. Est-ce que c'est pour une personne ou pour plusieurs personnes? Pour une personne, oui, et la maquette n'est pas totalement fidèle à la réalité. Donc normalement, tu as 1, 2, 3, 4. Je vois. Un de chaque côté, 4 au total. Parce que je suppose qu'il n'y en a pas. Je suppose qu'on appellerait ça les quartiers de l'équipage. Comme un seul véritable axe nécessairement. Et ensuite, voici Columbus. Donc c'est le module européen où tous les Européens conçoivent ou mènent des expériences européennes. Et chacun de ces modules s'appelle un rack. Et dans chaque rack, nous avons différentes possibilités pour la science. Par exemple, ceci est une boîte à gants. C'est donc un environnement complètement scellé où une astronaute effectuerait une activité à l'intérieur. Il peut contenir des produits chimiques dangereux à confiner ou nécessiter un contrôle de température précis, par exemple. Vous pourriez avoir des expériences biologiques dans ce type d'environnement. Cette maquette est-elle à l'échelle, tu sais? C'est un peu plus grand que ça? Ça rend les choses encore pires, parce que j'allais dire, de l'extérieur, ça paraît immense, mais quand tu es ici, surtout avec tout le câblage... Oui, parce que chacune de ces armoires, elle prend de la place à l'intérieur. C'est comme ça, et puis... Oui, bien sûr. Et ce que j'ai entendu dire, Sam, c'est que comme on regarde ça dans cet environnement, c'est comme si c'était notre étage. Mais en fait, il y a presque la moitié de l'espace ici en haut qu'on n'utilise pas vraiment. Donc je pense que l'espace augmente presque. Ça a du sens. Mais je pense que l'une des idées reçues sur le fait d'être astronaute, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de connaître beaucoup de choses sur la science. Vous savez, vous n'êtes pas la scientifique, vous facilitez la science. J'ai trouvé ce point vraiment intéressant parce que c'est vrai. Je veux dire, on ne s'attend pas à ce que les astronautes soient des génies avec une connaissance infinie de tous les aspects de la science. Ce sont en fait des personnes très compétentes, équipées d'outils leur permettant d'accomplir efficacement des tâches dans des environnements difficiles. Et ils ont développé ces outils pendant qu'ils s'entraînaient ici-bas. Alors, qui de mieux pour en parler que Hervé lui-même? Et Hervé est un gars intéressant. Il dirige le laboratoire de flottabilité neutre à l'Agence spatiale européenne et forme des astronautes aux sorties dans l'espace depuis plus de 20 ans maintenant. Seul citoyen non astronaute au monde, il a suivi l'entraînement à la sortie extravéhiculaire dans les combinaisons Extravehicular Mobility Unit de la National Aeronautics and Space Administration et Orlan russe. C'est vraiment un type génial. Donc je m'appelle Hervé Stevenen, je travaille ici au Centre européen des astronautes. Je travaille pour l'Agence spatiale européenne et je suis l'instructeur des sorties dans l'espace pour les astronautes qui ont été recrutés par l'Agence spatiale européenne. Et bienvenue à l'installation de flottabilité neutre qui est ce hall avec ce grand bassin d'eau profond de 10 mètres. Et dans ce bassin, nous formons les astronautes à ce que nous appelons
le programme de préfamiliarisation à l'activité extravéhiculaire ou activité extravéhiculaire. Cette installation vise à préparer les astronautes aux sorties spatiales et à les familiariser avec les outils qu'ils utiliseront. Voici le module Columbus, une réplique grandeur nature. C'est à l'échelle réelle? Oui, c'est exact, et c'est la même échelle que le vrai, 1 pour 1, et la plateforme extérieure est là-bas. Ensuite, nous devons équiper l'astronaute dans une configuration précise. C'est la première étape du processus d'entraînement. En Allemagne, ils ne portent pas de combinaison spatiale, mais s'entraînent avec un équipement similaire avant de partir à Houston pour utiliser les combinaisons activités extravéhiculaires dans une piscine similaire. Alors, comment équipons-nous les astronautes pour qu'ils soient formés à cette sortie extravéhiculaire simulée? Nous utilisons d'abord une veste de flottabilité comme celle-ci, similaire à celle des plongeurs, qui peut être gonflée ou dégonflée par les plongeurs de sécurité. Pour s'assurer que l'astronaute soit toujours en flottabilité neutre dans l'eau, c'est la beauté de l'environnement sous-marin, et c'est pour cela que nous faisons l'entraînement aux sorties dans l'espace sous l'eau. En flottabilité neutre, vous flottez au milieu de l'eau comme dans l'espace, à condition de bouger lentement. C'est ici que vous attachez tous vos outils, toutes vos longes, tous vos crochets et ainsi de suite. Et ceci se trouve devant le torse. C'est exactement la même position que vous avez dans la combinaison spatiale. Dans la combinaison spatiale, c'est branché à la combinaison. Ici, nous l'attachons avec une ceinture. À la fin, nos astronautes sont ainsi équipés. Nous avons aussi un sac à dos qui simule le volume du système de support de vie, un peu encombrant à l'arrière. Et c'est ainsi qu'ils flottent dans l'eau comme ils le feraient dans l'espace. Et le plus important, l'un des points clés aussi que nous avions, ce sont les gants. Donc ces gants sont juste la partie externe qui sert à protéger de la chaleur et des micrométéorites que l'on peut rencontrer dans l'espace. Les vrais gants ont plusieurs couches à l'intérieur et ils sont complètement gonflés sous pression. Donc il y a une énorme résistance que nous simulons simplement en mettant un autre gant à l'intérieur et une sorte de barre en T ici, qui est une barre de paume. Le point qu'Hervé souligne ici, c'est que travailler avec ces outils est extrêmement difficile. Lorsque la combinaison activité extravéhiculaire est gonflée, on perd tellement de dextérité. Ici sur Terre, ils simulent cela avec 2 couches de gants et une barre de paume. Ça commence déjà à réduire la dextérité. Pas autant que dans la vraie combinaison spatiale, mais c'est déjà délicat, assez difficile. C'est super difficile de saisir quelque chose quand c'est pressurisé. Hervé disait que tes bras se fatiguaient beaucoup, car c'est comme écraser une balle de tennis des milliers de fois en quelques heures. Alors j'ai juste dû essayer le gant moi-même. La seule autre chose, c'était, est-ce que je pouvais essayer les gants? Bien sûr, bien sûr. Parce que je sais... Je vais d'abord te montrer quelque chose, puis tu essaieras. Voilà comment on ouvre un crochet, d'accord? Essaie de le faire maintenant. Tu descends. En bas comme ça? Mais normalement, tu l'utilises avec une seule main, hein? Ouais, ce n'est pas mal sans gants. Alors, mettons ça, essaye d'aller jusqu'à l'extrémité. Tu es dedans, d'accord? Et ensuite, tu mets celui-ci en plus. Essayons d'aller complètement dedans. Ouais, je pense que tu es là. Ouais, donc tu perds un peu de dextérité, tu n'as pas trop de pression. Mais ça va maintenant. Alors, imagine juste que tu as ça dans la main et essaie. Une seule main. D'accord, une main? Ouais, mais essaye alors. C'est difficile. Essaye de le mettre ici. Je vais cliquer dessus à nouveau. Ouais, d'accord. Et puis... C'est beaucoup plus difficile. Tu vois à quel point ça peut être difficile. Et... Tu disais que gonfler, c'est pire? C'est pire. C'est comme presser une balle de tennis. C'est ça. Et en plus, c'est fatigant, genre c'est physiquement fatigant pour la main. Et ça, c'est la clé. Non seulement il faut être en forme pour ça, mais en plus, je dirais que d'un point de vue physique, faire une sortie dans l'espace, c'est comme enchaîner des courses de 100 mètres pendant toute la durée d'un marathon. Oh d'accord, très bien. Tapement 5, tapement 5. On dirait... Tapement 5. Je me sentirais en sécurité avec toi là-bas. Oh, vous pourriez être des copains. Et je te promets que je n'exagère pas. C'était vraiment beaucoup plus difficile que ce que je pensais. C'était comme si tu essayais d'apprendre à utiliser tes mains à nouveau. C'était vraiment inconfortable.
Tu dois toujours être attaché à la structure. Ce que tu as vu, peut-être dans le film Gravity, ou dans tous ces films de science-fiction, où l'astronaute flotte au loin, et ça, ce n'est pas réaliste. C'est catastrophique. C'est bien pour un film, mais ça ne devrait jamais arriver, et ça n'est jamais arrivé dans l'espace. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, les astronautes sont attachés à un câble, une ligne de sécurité avec un enrouleur, comme un moulinet de pêche, tu vois. Et ce câble est attaché à une rampe, juste quand il sort donc du sas, puis il se déplace. Alors imagine qu'ils perdent le contact avec la station, ils vont dériver, mais ils reviendront au point d'attache. Tous sont attachés avec celui-ci. Oui, oui. Quand Hervé a dit que ce petit fil mince était tout ce qui reliait les astronautes à la station spatiale, j'ai eu peur. Et je sais, je comprends que c'est vraiment solide, mais ça m'a quand même fait flipper. C'est la raison pour laquelle ils ont une règle à appliquer, qui est que tu dois toujours être attaché par 2 points. Le deuxième point, c'est ta main, comme ça. Donc ce qu'ils doivent faire, s'ils veulent se déplacer, c'est attraper une autre rampe et lâcher celle-ci. Il est donc interdit de pousser et d'atteindre l'autre. Comme dans un film de science-fiction, ils sautent, et ce n'est pas acceptable. Celui-ci, ce câble qui est le meilleur ami de l'astronaute, parce que c'est une ligne de sécurité, avec ça, vous êtes en sécurité. Imaginez que vous n'êtes pas assez prudent et que cela va vous faire tourner. Ça passe derrière vous, près de votre sac à dos. Vous ne le voyez pas et ne pouvez pas l'enlever. Vous êtes comme une tortue sur le dos dans le sable. Coincé sur le dos. Vous êtes coincé, appelez votre pote. Votre pote pourrait être loin dans la station, revenir et vous aider après un moment. C'est acceptable, mais vous perdez du temps. Maintenant, imaginez que votre pote est hors d'état. Votre pote a un problème. Il n'est pas capable de retourner à la station. Vous devez sauver votre partenaire. Vous allez là-bas pour sauver votre partenaire. Vous allez attacher votre partenaire comme un sac, un gros sac avec ses choses, et vous allez pousser et tirer votre partenaire le long de la station à l'intérieur du sas. Imaginez maintenant que vous restiez bloqué ainsi. Votre partenaire ne peut pas vous aider. Cela signifie que vous mourrez tous les deux dehors parce qu'il n'y a pas de troisième combinaison à l'intérieur de la station pour que quelqu'un puisse s'équiper. Et si vous voulez sortir, enfiler la combinaison prend déjà 2 heures. Je devais maintenant interroger Hervé sur Luca Parmitano. Cet astronaute européen brillant a réalisé de nombreuses sorties spatiales et possède une histoire célèbre. J'ai déjà fait une courte vidéo à ce sujet, mais au cas où vous ne l'auriez pas vue, je vais résumer. Imaginez, vous êtes astronaute, effectuez une sortie pour maintenance et admirez la Terre sous vos pieds. Quand soudain, vous constatez que votre casque se remplit d'eau. C'est vraiment arrivé à Lucas en 2013. C'est difficile de dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. Oh, je vois. Oui, je le vois maintenant, ça bouge. Luca Parmitano signale qu'un peu d'eau s'est accumulée derrière sa tête, à l'intérieur de son casque. 24 minutes plus tard, l'eau continuait de remplir son casque et elle a commencé à recouvrir ses yeux, son nez et sa bouche. La mission a été annulée, il a dû rentrer en sécurité. Pire encore, le soleil venait de se coucher derrière la Terre, donc il ne voyait rien. Il ne pouvait pas communiquer et était sur le point de se noyer dans l'espace. Alors il s'est simplement fié à sa mémoire de l'emplacement des poignets, et lentement mais sûrement, il est retourné vers le sas, dans l'obscurité totale. Et le plus fou, c'est que ce type n'en avait absolument rien à faire. Je veux dire, son rythme cardiaque est resté complètement stable tout le temps. Écoutons ce qu'Hervé disait sur la situation. Je voulais poser une question sur Lucas. Oui. Parce qu'il y a cette histoire où son masque se remplissait d'eau pendant une sortie dans l'espace, n'est-ce pas? Tu penses que ça fait partie de cet entraînement? Et je crois que l'histoire raconte que son rythme cardiaque est resté stable tout le temps. Il était concentré. Tu penses que que c'est tout cet entraînement et sa répétition qui permettent aux astronautes d'être comme ça? Ça aide. Tout d'abord parce que donc il faut prendre en compte le parcours des astronautes. Donc Lucas est un ancien pilote d'essai et ils sont tous sélectionnés avec leur super. Ils sont experts dans leur domaine et ils ont suivi une formation psychologique, une évaluation psychologique, pendant la sélection. Et ils passent cette évaluation psychologique pendant la sélection. Ceux qui sont sélectionnés pour aller plus loin sont déjà ceux qui ont une bonne approche de la résolution de problèmes. Quand l'élément clé est que vous êtes en difficulté, que faites-vous?
Est-ce que vous perdez votre sang-froid? Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous vous laissez tellement submerger par l'émotion que vous perdez la partie de votre cerveau nécessaire pour résoudre le problème? Ou êtes-vous capable de vous débarrasser de cela et de vous concentrer sur le problème? Mais ce qui est arrivé à Lucas, c'est qu'il essayait toujours de trouver une solution et d'anticiper. Donc il en est arrivé à un point parce que son eau provenait du circuit de refroidissement du système de survie. C'est un circuit de refroidissement à eau qui fuyait à l'arrière avec le flux d'air qui passait derrière là-bas. Et parce qu'en espace, en apesanteur, l'eau se déplace simplement autour d'une surface grâce aux forces de capillarité. Donc ça allait là, ça entrait dans les oreilles, tu ne pouvais plus entendre. Puis ça descendait près des yeux, près des perches de microphone. Donc quand il parlait, on ne pouvait pas entendre. C'était un son très inaudible. Et puis ils ont décidé de revenir en arrière. Ils interrompent la sortie dans l'espace et demandent à leur partenaire, l'astronaute de la National Aeronautics and Space Administration, de tout nettoyer, de nettoyer le lieu de travail, parce que tous ces outils doivent être ramenés à l'intérieur. Et il est resté seul pendant ce temps. Et c'était un moment où l'eau arrivait vraiment sur son visage. Et il anticipait que l'eau pouvait entrer dans son nez et sa bouche et l'empêcher de respirer. Donc il pensait déjà, au lieu de paniquer comme « Ah, aidez-moi, aidez-moi, désolé », il allait plus loin et se disait « Oui, quelle est ma prochaine étape ?» La prochaine étape, il pensait déjà qu'il y a une valve de purge sur le casque, près du casque, où tu peux ouvrir la valve pour purger l'air que tu as à l'intérieur. Donc il pensait, si j'ai trop d'eau, j'ouvrirai la valve, je purgerai l'eau du casque, sachant que dès que l'eau sortira, elle gèlera, parce qu'il fait moins 100 degrés dehors, quand on n'est pas exposé au soleil, et cela pourrait bloquer la valve. Ce n'est qu'une solution temporaire, mais cela permettait d'aller plus loin. Qu'a-t-il fait ensuite? Meilleur ami, n'oublie pas ton meilleur ami. Il a dit, d'accord, je suis comme dans une grotte, je ne vois rien. Je récupère mon câble et je tire sur mon câble juste pour revenir à l'aveugle vers le sas. C'est ce qu'il a fait et une fois arrivé au sas, il a été aidé par son partenaire pour entrer. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je veux dire, il est clair que la répétition et l'entraînement, c'est ce qui a sauvé Lucas ce jour-là. Mais au final, les astronautes doivent être capables de rester calmes sous pression et d'anticiper en réfléchissant à leurs options et en prenant les bonnes décisions pour sauver leur propre vie. Enfin, il était temps de visiter la nouvelle installation lunaire. Lors de ma visite, elle venait d'ouvrir et c'était vraiment incroyable. Elle dispose d'un banc d'essai de 700 mètres carrés rempli de simulants de régolithes lunaires, en gros de la poussière lunaire qu'ils ont recréée ici sur Terre. Bienvenue à Luna. Ce n'est pas seulement la toute nouvelle installation de le Centre européen des astronautes, c'est aussi l'une des plus récentes de l'Agence spatiale européenne, inaugurée il y a 2 semaines. Luna, notre nom pour la Lune sur Terre, est l'endroit où nous la simulons. Première du genre, cette installation offre de multiples usages. Auparavant, pour entraîner des astronautes ou tester des rovers lunaires, il fallait utiliser un petit banc d'essai comme ceux des rovers martiens de la National Aeronautics and Space Administration, ou alors ils devaient aller sur le terrain, en se rendant dans les déserts. Mais bien sûr, cela prend beaucoup de temps et de ressources. Et s'il pleut, votre journée est dégâchée. C'est ouvert, vous pouvez voir à l'intérieur. Oui, vous avez déjà trouvé la vue la plus intéressante. Oh, c'est immense. Donc voici le banc d'essai lunaire. Oui, il fait environ 700 mètres carrés. Et jusqu'à quelle profondeur va le régolithe? Dans la plupart de la zone, il fait 60 cm de profondeur. C'est assez profond pour que tu aies vraiment l'impression de marcher sur du sable et pas sur du béton recouvert de sable. Sur la gauche, là où tu vois le cratère, il fait 3 mètres de profondeur. C'est là que nous voulons faire des activités sous la surface. Par exemple, tu peux l'utiliser pour façonner un peu le terrain, donner l'impression d'être sur une lune, mais tu peux aussi t'en servir pour faire du forage, de l'excavation. Nous avons déjà placé des cibles simulant eau, glace ou tunnels de lave sous la surface. Ainsi, tu peux commencer à détecter depuis la surface avec des instruments.
Une caractéristique majeure de l'installation est le simulant de régolithes lunaires. En étudiant de vraies roches et poussières lunaires, ils ont identifié leur composition et les ont recréées avec de la roche volcanique et d'autres minéraux terrestres. Donc le régolithe est ce que nous appelons un simulant classique. C'est donc un matériau très proche de la surface lunaire, mais il existe divers simulants dans le monde. Nous utilisons un appelé Centre européen des astronautes, un A classifié ici, al Centre européen des astronautes. C'est beaucoup plus fin que ce que l'on trouve généralement sur une plage ou ailleurs. Ça donne vraiment une sensation de poussière et non de sable, donc tu peux le toucher si tu veux. Et c'est pour ça que chaque fois que tu y entres, tu dois porter une protection. C'est vrai, on dirait du sable très fin, mais tu as raison, ça donne vraiment une sensation de poussière. Oui, c'est aussi très collant. Ayant eu un accès très tôt et exclusif à l'installation lunaire, quelques éléments restaient à installer. Une fois installés, cela changera totalement la donne. Ils vont créer un soleil et une Terre simulée entièrement fonctionnels pour illuminer la zone de test. Leur projet le plus cool est cet appareil à installer sur le toit, qui simulerait la gravité lunaire, traitant les astronautes comme de petites marionnettes. Je veux dire, c'est en fait ce que nous avons encore ici, en affiche. C'est l'une des caractéristiques passionnantes et uniques que nous saurons un jour dans Luna. Ce système de compensation vise à simuler la gravité lunaire, mais n'est pas encore intégré. Nos astronautes marchant sur des câbles, en gros. Et cela prendra. Cela enlèvera leur poids. Donc si vous savez, je ne sais pas, si vous pesez 100 kg, en gros, le système vous soulève avec 80 kg. Et puis, il était temps d'entrer et d'explorer. Nous avons d'abord dû mettre un équipement de sécurité avant d'entrer, et je trouve que ça avait plutôt du style. Fait intéressant, il disait que dans les prochains mois, ils devront probablement arrêter d'autoriser l'entrée aux personnes qui ne s'entraînent pas activement dans l'établissement. C'est sans doute la seule fois qu'un YouTuber a pu entrer. Et l'intérieur était vraiment époustouflant. Je veux dire, ils avaient d'énormes rochers pour que les astronautes puissent s'entraîner à faire du travail de terrain en géologie. Ils utilisaient un cratère de 3 mètres pour s'entraîner à en sortir. Ils avaient aussi une maquette à l'échelle d'un vrai module lunaire en développement. L'idée est de reproduire ici ce que vous faites habituellement sur le terrain et de comprendre vos mouvements. Faites-le de façon répétée dans le même environnement encore et encore en essayant de comprendre comment cela fonctionne avec le temps et comment vous optimisez les processus. Ensuite, nous travaillons sur l'équipement, les outils et les combinaisons spatiales. Nous cherchons à comprendre notre travail avec les combinaisons ici. Les situations d'urgence sont très importantes. Par exemple, comment gérer des astronautes qui ont une certaine incapacité. Je ne sais pas, si quelqu'un tombe dans un cratère, comment le sortir, ou la sortir. L'idée, c'est qu'à terme, c'est notre ambition. Quoi qu'il en soit, toute personne qui ira sur la Lune sera d'abord passée par ici et se sera entraînée ici. C'est ce genre de choses qui me rend vraiment enthousiaste pour l'avenir de l'exploration spatiale. J'ai hâte de voir comment l'installation préparera de vrais astronautes aux missions lunaires dans les prochaines années. Si vous pouviez aimer et vous abonner pour que nous puissions continuer à faire des vidéos comme celle-ci, je vous en serais vraiment reconnaissant. Commentez ci-dessous où vous pensez que nous devrions aller ensuite.